Bien, aujourd'hui on va discuter de ce qui est la contrepartie locale des fibres de Hitchin, qui sont classiquement appelées les fibres de Springer affines. Comme les cours précédents, je vais commencer par parler du cas GLN, qui sont le plus intuitivement clairs. Alors, on va parler donc de fibres de Springer affine. Donc d'abord le cas GLN. Le cas GLN se présente comme suit. Donc on va avoir toujours notre corps Fx, le corps des séries formelles à une variable k, avec Px comme uniformisant, et Ox, le corps des séries formelles, donc le corps des entiers de Fx. Nous rappelons que dans ce cas-là, la Rachmaninienne affine des matrices des réseaux classifie l'ensemble des k-points de la Rachmaninienne affine et l'ensemble des réseaux V. C'est des OX modules fini, donc Vx, OX module de Tiffany, donc V, tenseur OX, Fx, est isomorphe à Fx à puissance n. Donc la flèche se déduit bien sûr de cette inclusion de V dans Fx à la puissance n. Donc la Rachmaninienne affine consiste comme un sous-schéma fermé de la Rachmaninienne affine qui consiste en des réseaux qui sont stables sous un endomorphisme donné. Donc on a gamma, on se donne un élément gamma dans GLN, l'ensemble des matrices à valeur dans Fx, et on va donc considérer le sous-schéma M gamma X. Donc le X ici est simplement pour dire qu'on est sur une place X. Alors, plus tard on va faire du local global. Donc pour l'instant vous pouvez ignorer cet exposant X qui veut simplement dire comme dans une situation locale. Fx est le sous-schéma fermé de la Rachmaninienne affine dont l'ensemble des k-points comme si sont des V dans les réseaux V tels que gamma de V est inclus dans V. Et comme c'est une condition fermée, manifestement, ça définit bien un sous-schéma fermé de la Rachmaninienne affine des réseaux. On note tout de suite que pour que cet ensemble soit non vide, donc si M gamma xk est non vide, ça veut dire qu'il existe V, réseau de f x à puissance n tel que gamma v est inclus dans V, alors les coefficients du polynôme caractéristique de gamma doivent avoir des coefficients entiers. Donc alors on a AI qui sont la trace de lambda I de gamma avec un signe
Mais la trace ici peut être prise comme la trace sur le réseau. Donc, ça peut être aussi le moins 1 à puissance i de la trace de lambda i de gamma sur lambda i de v, v rond, le réseau, de sorte que c'est bien les entiers. Donc, une conclusion nécessaire qui s'avère être suffisante que pour que cet ensemble soit non vide, il faut que les coefficients A1, AN du polynôme caractéristique soient dans OX. Bien. Donc, on a un polynôme caractéristique A qui sera à t puissance n plus 1 t puissance n plus moins 1 plus 1n est maintenant est un polynôme en la variable t, c'est une nouvelle variable, et un coefficient dans l'anneau des entiers OX. Et on va toujours supposer que cet polynôme soit séparable. Donc, A comme un élément de fx de t, donc comme un polynôme à coefficient dans fx est un polynôme séparable. Cela veut dire que c'est équivalent à dire que si on prend l'anneau E, si on prend qui est le quotient de fx de t divisé par l'idéal engendré par A, est une fx algèbre étale. Vous pouvez le prendre comme définition de la séparabilité du polynôme si vous voulez. Alors, dans ce cas, il existe un isomorphisme de fx espace vectoriel entre E avec fx à la puissance n, tel que l'action de gamma qui agit sur fx puissance n correspond à la multiplication par t sur E. Donc, cet isomorphisme n'est pas canonique, mais il dépend du choix d'un vecteur cyclique de fx à la puissance n. Vous voyez? Ici, on a le vecteur cyclique, c'est justement l'élément t. C'est un élément cyclique par rapport à l'opérateur qui consiste à la multiplication par t. Donc t va correspondre à un élément cyclique ici. Mais du fait que le fx est une algèbre étale, le polynôme est séparable, cet élément cyclique existe. Donc il existe de tels isomorphismes qui ne sont pas canoniques, mais dépendent d'un choix supplémentaire. Avec cette légère, cette vraiment très légère modification qui remplace fx puissance n par E et gamma par t, on peut définir une autre variante de la fibre de Spin-Graphene
qui maintenant ne dépend que de A, donc que du polynôme caractéristique, au lieu d'un élément, au lieu d'une matrice. Donc l'ensemble de K points de la fibre de Springer de MA de X serait l'ensemble des V, des réseaux V à l'intérieur de E, tel que TV est inclus dans V. Autrement dit, ce sont des A modules V tels que, avec un isomorphisme entre A tenseur OXFX, donc la fibre générique est la même chose que E. Se donne un tel isomorphisme. Ici, A c'est l'anneau OX de T divisé par l'idéal engendré par A. Donc, bien sûr, vous voyez un réseau de V, donc il donne une structure de OX module, et en plus il est stable par T, donc c'est un OX crochet T module. Par ailleurs, le théorème de Cayley-Hamilton dit que l'idéal engendré par A s'annule comme opérateur sur V, de sorte que, que V est équipé d'une structure de A module. Avec, ici c'est un V. Bien sûr, on a A tenseur OXFX égale à E. Voilà, les deux constructions sont équivalentes du moment qu'on se donne cet isomorphisme. Et cet isomorphisme dépend du choix de vecteur cyclique. Donc, pour nous, la fibre de Springer-Affine est toujours, réfère toujours à la deuxième version. Donc, il dépend du polynôme caractéristique en opposition avec les fibres de Springer-Affine, des fibres de Springer-Affine classiques considérées par Kashdan-Lusztig, qui correspondent plutôt à la première variance. Mais les deux variantes sont équivalentes. Juste à cette différence un peu subtile près, qui pour nous ne fait pas n'implique aucun problème. Voilà, et maintenant on va considérer ces fibres de Springer-Affine. La première chose à voir, c'est en fait, contrairement à la Rasmanien-Affine qui est dimension infinie, la fibre de Springer-Affine est dimension finie. Et on pourra plus tard même calculer sa dimension. Donc, la première proposition est donc soit A, un polynôme à coefficient donc OX qui soit séparable dans fx de t, alors mx, max et de la fibre de Springer-Affine associée est de dimension finie. Donc je rappelle la preuve qui est classique, juste pour vous donner une sorte d'idée, à quoi ressemblent ces fibres de Springer-Affine. Plus tard, on travaille dans le cas général avec n'importe quel groupe, on peut même calculer la dimension.
Et maintenant, ouais, c'est juste démontrer que c'est une dimension finie dans le cas GLN. Bon, on fait la chose suivante. Donc, la preuve, donc on a A, c'est l'anneau OXT divisé par A, et A tilde, sa normalisation. Donc si E est étale, donc E est un produit d'extension séparable de fx, et A tilde sera le produit des anneaux des entiers dans ces extensions séparables. Donc au lieu de, une fois qu'on a introduit A tilde, on peut considérer la variété n. On considère n qui consiste en un ensemble de couples V et V tilde, où V est un OX module, un A module à l'intérieur de E, donc de T fini. V tilde est un A tilde module, donc de T fini aussi, à l'intérieur de E, tel que V est inclus dans V tilde, et en fait V tilde est engendré par V. En autre terme, V tilde, c'est la A tilde saturation de V. Donc en fait, au niveau des points, V tilde est déterminé par V. Mais en famille, c'est plus compliqué. Mais comme c'est au niveau on a N sur M, induit, donc MA, induit une bijection sur l'ensemble des K points. En particulier, il suffit de démontrer que dimension de n soit finie. Maintenant, on a l'autre projection de n vers l'ensemble des A tilde modules V de T fini dans E tilde, qui est manifestement un ensemble discret, Z soit pi0 de spectre de E. Si E est produit de deux extensions de F, alors cet ensemble sera Z puissance 2, puisque A tilde ici est pris comme l'anneau des entiers. La normalisation à l'intérieur de E. Donc, on peut fixer, donc pour fixer V tilde ici, il suffit de démontrer que pi moins 1 de V tilde est dimension finie. Maintenant, c'est vraiment clair, pi moins 1 de V tilde, c'est l'ensemble des A module V tel que A tilde V égale à V tilde, avec un V tilde fixé. Mais dans cette condition, on a V tilde qui contient V, mais V contient I fois V tilde, où I c'est le conducteur,
de A dans A tilde. Donc c'est quelque chose qui est indépendant de V. Et maintenant, V tilde divisé par I de V est un espace vectorien de dimension finie sur le corps de base K. Donc cet ensemble, en fait, ça fait une Riemannienne usuelle de dimension finie. Une partie de Riemannienne, c'est une fibre de Springer classique. Voilà. Donc cela donne une idée un peu grossière de ce qu'est une fibre de Springer affine dans le cas GLN, et on a démontré qu'il est de type fini. En fait, ce qu'on sait est beaucoup plus. On sait que en fait, l'étude de la fibre Springer affine, aussi bien dans le cas GLN que dans le cas général, est vraiment fondée sur l'étude du groupe qui agit, le groupe symétrie de fibre Springer affine. Et dans ce cas-ci, on a la fibre de le groupe PAX, donc comme le PA du cours précédent, mais local au lieu de global. C'est E croix divisé par A croix. Donc E croix, bien sûr, agit sur l'ensemble des réseaux et il ne commute pas avec T, donc il agit sur la fibre de Springer affine. Et A croix agit trivialement. Donc c'est ce groupe qui agit sur MA, agit sur la fibre de Springer affine et il agit PAX agit simplement transitivement sur l'ouvert MAXY, l'ouvert de MAX qui consiste en les réseaux V tels que soit des A-modules inversibles, des A-modules libres de rang 1. Pour tel cas, le stabilisateur est exactement A croix. Donc ce groupe E croix divisé par A croix agit simplement transitivement sur cet ouvert MAX règle. Donc maintenant on a une proposition beaucoup plus précise que la précédente. On a MA règle, MAX règle est dense dans MAX et dimension de MAX est égale à la dimension de l'ouvert dense MAX règle qui est aussi dimension de PAX et est égal à l'invariant delta qui est la dimension de A tilde sur A au-dessus de K. De K espace vectorien, donc la différence entre A et sa normalisation. Ça, c'est vraiment l'invariant de Serre. Ça, c'est l'invariant de Serre.
Et le troisième est qu'on a Pi0 de PAX est un groupe abélien libre, Z, à la puissance de l'ensemble de composantes connexes de spectre de E. Donc cet ensemble a autant d'éléments que le nombre de facteurs de E. E, c'est un produit d'extension séparable de Fx. Et qui est la même chose que l'ensemble des composantes irréductibles de M AX. Voilà. En fait, ici, ce qui est relativement clair, c'est de la partie qui concerne P. Donc, dimension de PA, c'est égal à ça. On peut le faire un calcul direct. Ça, c'est aussi clair. Ce qui est bien plus difficile, c'est la densité. Alors, la densité, je vais revenir là-dessus dans la suite de ce cours. En fait, il faut démontrer, que je vais démontrer dans le cas général. Et la démonstration n'est pas locale. La démonstration que nous avons est vraiment fondée sur la fibre de Hitchin. Mais pour vérifier ceci, on a comme PA de X et E croix divisé par A croix, eh bien on a un suite exact, E croix divisé sur A croix, qui s'envoie sur E croix divisé par A tilde croix. Donc A tilde, c'est vraiment la normalisation de A dans E, qui est bien sûr ce groupe-là. C'est Z à la puissance pi de spectre E. Donc ça c'est surjectif. Et il est de noyau A tilde croix divisé par A croix. Et donc ça c'est un groupe dont l'algèbre de Lie est ceci. Et A tilde divisé par A. Donc on a bien de sorte que sa dimension est la même chose que l'invariante de Serre. Bien, donc on va continuer à discuter les fibres de Springer affines pour un schéma en groupe. Dans le cas classique, on considère des groupes constants, mais il vaut mieux, à mon avis, de considérer le cas de tous les schémas en groupe de type Brouillard-Titz, qui englobe aussi bien le cas des fibres de Springer affines que les fibres le varié drapeau affine. Donc on a donc fibre de Springer affine pour un schéma en groupe de Brouillard et Titz. Donc on commence par le cas encore plus général. On prend G sur dx qui est spec de OX, un schéma en groupe lisse de Tiffiny et de fibres génériques
projectif. On a bien de considérer la Riemannienne affine de Q de G qui donne l'ensemble de K points et G de Fx divisé par G de O de X. Donc pour tout gamma dans l'algèbre de Lie de G à valeur dans F de X, on peut considérer la fibre de Springer affine M X gamma donc, qui sont des points comme un sous-schéma fermé de la Riemannienne affine Q de G, tel que quand on applique G moins 1 à gamma pour la somme adjointe, eh bien on obtient un élément de G à valeur entière. On note que dans le cas où G est un schéma en groupe, de Brouillard-Titz QG est un in-schéma in-projectif et comme la fibre de Springer affine est un sous-schéma fermé de la Riemannienne affine, une immersion fermée, on a dans ce cas de Brouillard-Titz la fibre de Springer affine et aussi un in-schéma in-projectif. Maintenant, on va prendre A qui est, qu'on va faire, comme c'est la théorie des théories invariantes. Donc, comme c'est A qui est le spec, donc le quotient invariant de l'algèbre de Lie de G par G. Donc, ce sera le spec de l'anneau de coordonnées de G au-dessus de OX qui sont invariants sous l'ensemble de G. Et on a donc gamma alors on sait que M X gamma est non vide et gamma s'envoie sur A dans A de Fx, alors ça ceci implique que A est en fait dans A de OX. Donc la condition nécessaire pour que la fibre de Springer affine de gamma soit non vide, c'est en fait le A, l'invariant de l'image de gamma dans l'espace dans le quotient invariant de l'algèbre de Lie soit en fait un point entier. Exactement comme dans le cas le polynôme caractéristique de gamma, donc GLN, doit être
soit coefficient entier. On va noter aussi, ça c'est le premier fait qui se généralise comme le cas GNN. Le deuxième fait, c'est lorsque G est le schéma en groupe, de Bourriat-Titz associé au sous-groupe d'Iori. Alors la race manienne affine et la variété des drapeaux affines et alors le QG et la variété des drapeaux affines et la fibre de Springer M gamma X et la fibre de Springer affine dans les drapeaux, dans la variété des drapeaux affines. Et là, il est à noter une prouesse remarquable de Bourriat-Titz, de Kasdan-Lustig. Que dans le cas d'Iori, la fibre de Springer affine est équidimensionnelle, et dimension finie et équidimensionnelle. En fait, c'est une démonstration qui généralise du cas des fibres de Springer ordinaires dans les variétés de drapeaux ordinaires. Dans ce cas-ci, il y a beaucoup de droites qu'on peut tracer. On peut tracer des droites sur les variétés sur la fibre de Springer, et quand avec des droites connectant les différentes composantes irréductibles de la fibre de Springer, les composantes en question doivent avoir la même dimension. Et la démonstration, cette démonstration se généralise très bien au cas des variétés de drapeaux affines. Et ce qui fait ce résultat remarquable de Kasdan-Lustig. Et maintenant, on va passer au cas où G est déployé. Dans ce cas-là, je rappelle comme là ce morphe de Chevalley G versé et
si on a un élément gamma ici qui s'envoie dans A, et en utilisant le système de constants, on peut construire un élément gamma A par la section de constants. De sorte qu'on peut définir le MA de X comme la fibre de Springer associée à la section de constants. Donc ça, c'est ce qui remplace le MA dans le cas GNLN. Dans le cas GNLN, en fait, si on vérifie, ce n'est pas la section de constants, mais il s'agit de la matrice compagnon. C'est une variante différente. Et en général, en fait, pour faire des calculs, en particulier pour une description explicite, analogue au cas GNLN, pour le groupe classique, il vaut mieux faire appel aux matrices compagnons au lieu des sections de constants. Eh bien, donc, ici, A sera maintenant est défini sur est un élément entier. Donc, on a A, pour que la fibre de Springer affine soit non vide, il faut bien que A soit qui a priori une section de C au-dessus de Fx, le disque formel pointé. Et pour que la fibre de Springer affine soit non vide, il faut que ces sections s'étendent au tout disque formel. Donc on va noter ça A aussi. Et maintenant, on peut définir le groupe qui agit sur la fibre de Springer affine comme note P1 et comme suit. P1 c'est J1 JA de Fx divisé par JA de OX. Autrement dit, P de A est la Riemannienne affine de J de A qui est le tiré en arrière du centralisateur régulier, comme on l'a défini lors du cours précédent. Voilà, et ici on suppose que A, que l'image du point générique soit dans l'ouvert régulier semi-simple de C, si bien que J1 est un schéma en groupe lisse commutatif sur le disque formel dont le fibre générique torique. Dont le fibre générique est un tor. Et dans ce cas, vous savez bien que la Riemannienne affine en fait un groupe, et du fait que, exactement comme dans le cas de la fibre des fibres de Hitchin, en utilisant l'homomorphisme canonique qui est en haut de J vers I, on a l'axiome de P de A sur M de A de X. En fait, vous voyez, il est vraiment très clair que JA de Fx agit. Donc, si on multiplie à gauche par un élément non centralisé de gamma, ici, ça va s'en aller.
Donc de sorte qu'on a le JA de fx agit bien sur la fibre de Springer affine. Et cet homomorphisme, le fait que qu'on a cet homomorphisme universel de J vers I, impliquera que le JA de OX agit trivialement. Donc, ensemble, on a bien une action PA agit sur MA. Voilà. Donc comme dans le cas des fibres de Hitchin, cette action est l'élément d'information le plus important dont on dispose sur la fibre de Springer. Et en fait, on peut aussi définir le MAXY. On a un ouvert MAXY dans MA, tel que PA agit simplement, transitivement sur PA M règle. En fait, le MAXY, un point G dans MX gamma définit une section de D vers G sur G. Exactement comme le café de Hitchin. Et G est dans M gamma rec si cette section se factorise par G reg sur G. Voilà. Ce qu'on va maintenant, avec cela, on pourrait énoncer la proposition que MAXY est dense dans MAX. Donc, de sorte que dim de MAX est la même chose que dim de MAXY. Et les composants irréductibles de MAX est la même chose que le groupe de composants connexes de P de A. En fait, on ne peut pas démontrer ceci directement. On doit faire un petit détour. En fait, on a la remarque et que c'est la suivante. On démontre d'abord que dimension du fermé complémentaire est strictement plus petite que la dimension de MAXY. Et la densité
de MAXY suivra par un argument global. Sur lequel on reviendra un peu plus tard. Alors comment démontrer cette inégalité stricte? Il s'agit maintenant de considérer la variante variété de rapport affine, autrement dit, de remplacer G par le schéma en groupe Bourriat-Titz associé à un groupe d'Ioori. Alors donc on a M I A Y, donc ça c'est la version Ioori. MAX qui s'envoie dans MAX, et il est remarqué que cet isomorphisme est un morphisme propre, tout comme le morphisme de la variété d'Arpois affine dans la Grassmannia affine est un morphisme projectif. Quand on se restreint au réseau ou à la chaîne de réseau stable par A, on a un morphisme propre qui est un isomorphisme exactement au-dessus de MAXY. En revanche, dans ayant les fibres de dimension strictement positive, sont toutes des nombres positifs sur les complémentaires. Et comme ceci est équidimensionnel, on déduira l'inégalité ici. Donc voilà, il s'agit donc sur la proposition de Kasdan-Lustig et sur l'équidimensionnalité, on déduira cette inégalité stricte ici. Et plus tard, en incorporant la fibration de Hitchin, on déduira l'énoncé sur la densité. Et maintenant, je vais rappeler une formule très jolie pour la dimension de PA, de MAXY et de MAX. Donc c'est une formule de Bezukavnikov. Donc pour la dimension de P de A. Donc dans le cas GNLN, on a vu que la dimension de P de A correspond à l'invariant de Serre pour le germe d'une courbe. Ici, on doit introduire des invariants qui sont plus reliés à la théorie des groupes. Donc vous voyez, on a le A qui est un morphisme, une section de C au-dessus du disque formel. Et on note aussi qu'au-dessus de T, de C, on a la fonction discriminant qui discriminant de X est le produit de T de X est le produit sur toutes les racines de la D alpha, donc c'est la forme linéaire qui est la dérivative, le dérivé de alpha appliqué à X. Donc, et comme le groupe de Weil agit, stabilise l'ensemble des racines, la fonction discriminante est bien invariant sous le groupe de Weil, de sorte qu'en fait, il définit un élément, une fonction sur C. Donc, pour chaque section de C au-dessus du disque formel, on peut prendre A étoile en haut
du discriminant, qui est maintenant donc une fonction donc O de x, et en supposant que A de spec de fx soit dans le lieu régulier semi-simple de C, ça veut dire que cet élément est non nul. Et donc on va définir D de A, la valuation en x de valuation dans cet anneau de cet élément, qui est donc un entier non négatif. Donc ça, c'est le premier invariant. C'est l'invariant discriminant. Alors, le deuxième invariant est de nature galoisienne. Donc on a avec ceci, on a donc un morphisme de spec de f de x dans C régulier semi-simple. Et ici, on a un revêtement galoisien T régulier semi-simple. Donc les éléments de T sont réguliers semi-simples. Et le morphisme de T vers C au-dessus du lieu régulier semi-simple est fini étal et galois de groupe de Galois W. De sorte que si on a une section du disque formel à valeur dans ce CRS, on a bien un homomorphisme de groupe de Galois. Le groupe d'inertie va s'envoyer dans W. Ça, c'est le sous-groupe d'inertie. Et qui est bien défini à conjugaison près. Et en supposant que le caractéristique K ne divise pas W, se factorise donc par le groupe d'inertie modéré, et donc qui est engendré par un élément. Donc cela donne un élément bien déterminé, un élément bien défini W à conjugaison près. Et on va définir l'invariant galoisien C de A et dimension de T moins la partie moins une dimension de T invariant par ce rho de A de I de X. Et la formule de Bessoukhanikov est qu'on a la dimension alors dimension de P de A et D de A moins C de A divisé par 2. Donc vous voyez bien que la façon intuitive de penser cette formule, c'est que cette dimension est plus ou moins égale au moitié de D de A. Mais D de A sur 2 n'est pas forcément un entier. Donc il faut corriger par un autre invariant, ce qui est l'invariant galoisien de C de A, qui est toujours plus petit que R. Donc par exemple, en particulier, si D de A égale à 0 ou 1, on a dimension on a delta de A, qui est cette dimension de ce P de A, est nécessairement 0. Et donc ici, on a donc en particulier, on a aussi dimension de M de AX est aussi égal à ce dA moins C de A sur 2. Maintenant, on va discuter du lien
entre la fibre de les fibres de spring-graphene et les fibres de Hitchin. Ce lien n'est pas tout à fait évident. En fait, on ne peut les mettre en relation qu'en considérant les actions du groupe PA sur la fibre de Hitchin et les PAX sur la fibre de Springer, qu'on va énoncer maintenant. Donc, on va revenir à la situation, c'est la formule de produit. On va revenir à la situation globale où on dispose d'une courbe X, courbe qui est projective et lisse sur un corps K. Et on a aussi G, un schéma en groupe réductif. Et donc, on a l'algèbre de Lie de G, qui sera une fibre vectorienne en algèbre de Lie avec un crochet sur X et muni de l'action adjointe de G sur G, c'est une algèbre de Lie. Et on considère le champ quotient, donc tordu par un fibre en droite N, divisé par G sur X. Et donc, les fibres de Hitchin M consistent en des sections M de X vers ceci. Et on a aussi le morphisme de Hitchin de M vers A, qui sont les sections de X vers C de L. Donc C de N, c'est G de L. Le quotient invariante de G. Donc, à cause il y a un morphisme comme ci, il y a le morphisme de M rond vers A rond s'obtient par composition avec ce morphisme universel. Voilà, et donc pour chaque A, et ça c'est le morphisme Hitchin qu'on note H. Donc pour tout A, dans A, on a la fibre de Hitchin MA et H-1 de A. Et je rappelle qu'on a sur ce C, on a aussi le centralisateur régulier. Et donc on a P de A et fibre de J de A, où J de A est l'image réciproque du centralisateur régulier. Donc, ceci est un schéma en groupe lisse dont le fibre générique est réductif du moment que A est dans A cœur. A cœur, c'est l'ouvert de A qui consiste en des sections qui envoient le point générique de X dans l'ouvert régulier semi-simple de C. Eh bien, on a l'axiome de MA. P de A agit sur MA. Et il agit simplement transitivement sur l'ouvert MA rec. Et ça c'est simplement transitivement. Et notons aussi que si on a L est un carré, le fibre en droite N est donné une racine carrée, alors on a la section de constant Hitchin, on a la section. Alors on a la section. Alors, la section de constant. Induira une section de A dans M.
qui était construit par Hitchin dans les cas de groupe classique. On remarque ici que l'hypothèse est absolument nécessaire parce que la section constant en soi n'est pas GM équivariant. Il ne le devient qu'après l'extraction de la racine carrée dans le groupe GM agissant et en prenant aussi le G équivariant. Parce qu'on peut faire un co-caractère dans le temps maximal qui normalise l'épinglage et qui agit sur l'épinglage par le carré exactement. Voilà. Donc ici, pour faire le lien entre les fibres de Springer affines et les fibres de Hitchin, on avait besoin de ces sections. Ici. Donc, pour chaque A, on a donc la section MA, avec le point MA dans M, qui est bien dans MA règle. Maintenant, pour tout X dans X, on a la fibre de Springer affine M AX. Qui peut être considéré comme l'ensemble des points du disque formel dans G, tel qu'avec une qui est dont la fibre générique est donnée par le MA. Donc la fibre générique, donc ici c'est MX. Donc MX sur le disque formel est donné un isomorphisme avec la section MA. Donc ça c'est équivalent à la définition de fibre de Springer affine que je donnais auparavant. Et vous voyez, quand on a un morphisme de D vers G sur G, dont la fibre générique est donnée par la section de constant, on peut le recoller à la section de constant, donc en utilisant Bovin-Laszlo, le recollement formel de Bovin-Laszlo. On a un morphisme de M de AX vers MA en recollant MX avec MA en dehors du point X, sur l'ouvert complémentaire du point X. En fait, ceci peut être donné à un nombre fini de points. Donc, si X1, XR, XS sont des points dans et l'ensemble de X, si on enlève l'ouvert régulier semi-simple, on peut oublier le parti régulier semi-simple, comme c'est que des points qui s'envoient dans le bord, qui s'envoient sur le complémentaire du lieu régulier semi-simple. Alors on a aussi un morphisme de produit, exactement comme ci-dessus. Donc I de 1 à S de M à XI dans MA
par recollement avec la section de constant à l'aide du théorème de Bovin-Laszlo. Voilà, on a ce morphisme qui donne le lien entre les fibres de Springer-Alfvén et les fibres de Hitchin. De manière complètement similaire, on a au niveau des groupes agissants, on a le produit de I de A à S, de P à XI, s'envoie dans PA. Et ceci est compatible. De sorte qu'on a un morphisme entre les champs quotients. Donc ça implique qu'on a un morphisme de champs quotients. Donc le théorème, qui est la formule de produit annoncée, c'est que ceci induit un morphisme entre champs quotients, donc produit de I à 1 à S de M A XI divisé par P A XI s'envoie dans MA sur PA, et ce morphisme est un homéomorphisme universel. Voilà. Donc, on a une formule de produit qui n'exprime pas, ce n'est pas le cas que MA sont les produits de MAXI. Mais on a une formule de produit au niveau des champs quotients obtenus comme le quotient de MA par son groupe de symétrie P de 1 avec les champs quotients des fibres de Springer-Alfvén par le groupe de symétrie. C'est la formule de produit. Alors, pour démonstration, on vérifie. Alors, évidemment, il faut que cet ouvert soit non vide. Donc, A, ici, il faut que A soit dans A cœur. C'est-à-dire que l'ouvert A-1 de C régulier semi-somme est un ouvert non vide de X. En fait, d'abord, on vérifie que ce morphisme induit une équivalence de groupoïde de K points à valeur dans un corps absolument clos ou dans un corps fini. Eh bien, la partie un peu moins triviale, c'est la partie surjectivité. Si vous donnez un point M de X dans G fois G, Gn sur G, au-dessus de A.
il faut arriver à le ramener à un point de cette forme, donc qui est le recouvrement bovine-Laszlo entre les choses locales au point singulier avec la section constant sur l'ouvert. Donc au moins, on doit sur l'ouvert, donc ici on appelle cet ouvert U. Donc sur ouvert U, sur l'ouvert U, on a deux sections, donc M et MA. On a U dans G régulé semi-simple vers G. On a deux sections, c'est M et MA. Et qui diffèrent les uns et les autres, donc qui diffèrent au-dessus de ceci, c'est exactement la même chose que B de J régulé semi-simple. Donc de sorte que le M diffère MA justement d'un JA torseur. Donc on a bien un JA torseur, donc M donne lieu à un JA torseur disons J rond au-dessus de U. Donc pour démontrer que ce point M provient d'un produit des points de l'Erasmus des fibres de spin-graphine locales modulo l'action de P1, c'est exactement équivalent à dire qu'il faut démontrer. Donc il faut démontrer que ce JA torseur et sur U se prolonge à X. Donc donne lieu à un point de P de A. Et ce serait terminé. Donc le tout, c'est vraiment de prolonger un JA torseur sur U à tout X en tout entier. Alors pour prolonger, c'est équivalent à dire que pour tous les points X, Y, dans le complémentaire du lieu ouvert U, la restriction de J au disque formel pointé DXI pointé et le torse trivial. Ce qui est exactement le théorème de Sternberg. Donc ici, on suppose que K est un algébriquement clos. Le théorème de Sternberg dit que la cohomologie galoisienne, n'importe quel groupe connexe sur le disque formel pointé d'un disque formel de corps constant algébriquement clos est trivial. Donc on doit l'utiliser pour prolonger le JA torseur qui est donné sur U à tout X entier.
Une fois qu'on trouvait et de déduire que le morphisme local global défini dans l'énoncé du théorème induit bien une équivalence de groupe point au niveau des K points. Voilà, donc là, ça c'est la démonstration, c'est la vérification sur les points, les points physiques, les points à valeur incontestablement clos, les points géométriques. On voit bien qu'il y a une difficulté non négligeable d'étendre ce théorème à une base quelconque. En fait, on ne peut pas l'étendre, parce que ça ne marche pas dans une base quelconque. L'argument ne marche pas parce qu'on n'a plus le théorème de Sternberg quand on dit de base quelconque. Mais en fait, c'est simplement faux. Ce morphisme n'est pas un isomorphisme. Il est seulement un homéomorphisme universel. Alors, comment on pourrait se tirer d'affaire? Dans le cas où A est dans l'ouvert anisotrope, eh bien, on démontre les deux champs quotients. On va démontrer qu'en fait, le produit, au lieu de considérer ce morphisme, on considère la version après le changement de base, MAXI divisé par P MAXI, produit fibré, produit contracté avec PA au-dessus de produit de PAXI. Vers M de A. Et dans le cas où le paramètre A est anisotrope, c'est-à-dire que pi0 de P de A est fini, on peut démontrer que les deux côtés sont des champs de délitement forts, propres. Ici, la propreté est absolument essentielle et il est bien connu. Un morphisme entre deux champs de délitement fort propres, si un morphisme induit une équivalence au niveau des points géométriques, alors c'est un homéomorphisme universel. Et donc le morphisme, c'est donc un homéomorphisme. Universel. Donc voilà, ici sur l'ouvert anisotrope, on peut se tirer d'affaire en utilisant en fait que les schémas envisagés sont propres. Et il suffit de démontrer que le morphisme induit une bijection sur les K points. Mais l'argument ici n'est pas, évidemment, il n'est pas très satisfaisant. Parce qu'en fait, l'énoncé devait être local. Donc c'est un peu trop d'utiliser la propriété globale pour une propriété locale. Et d'un autre côté, on veut démontrer que ce morphisme est un homéomorphisme universel, non seulement pour le A anisotrope, mais pour tout le A cœur. Donc il s'envoie A seulement avec l'hypothèse que l'ouvert U ici est non vide. Donc, et ça, c'est un résultat tout récent de Boutier. Et Cesnavicius, qui généralise la formule de produit du lieu A anisotrope à tout A cœur. Et leur argument est local.
En fait, ce qui démontre que il démontre la variante, les variantes de théorème de Steinberg, non, non plus sur le disque formel ou sur un corps géométriquement clos, mais sur des disques formés sur une base plus généraux. Évidemment, pas n'importe quelle base, parce que le morphisme ici, ce n'est pas un isomorphisme, mais il démontre sur les bases qu'ils appellent semi-normaux. Donc, en fait, ce morphisme est un isomorphisme après semi-normalisation, en quelque sorte. Donc, utilité base évaluée. Ce morphisme sur les bases semi-normales. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce théorème, qui en fait c'est très important pour comprendre le film de Hitchin. C'est la formule de produit qui relie la fibre de Hitchin et les fibres de Springer affines. Alors, on va tirer quelques corollaires. Le premier corollaire est la densité. Densité du lieu régulier. Donc, on a MA règle est dense dans MA et MA X règle est dense dans MAX. Oui, donc par cette formule de produit, on peut déduire que MA moins MA règle est dimension strictement plus petite que dimension de MA règle. Parce que la même chose est vraie dans le cas local. Et de point de vue topologique, la topologie de fibres de Springer affine est équivalente à la topologie de fibres de Hitchin. Donc on a bien le résultat de Kazhdan-Lustig dans le cas de fibres de Springer affine s'étend aux fibres de Hitchin. Mais aux fibres de Hitchin, on a ici en famille. Donc on a le morphisme de M vers 1, où M est un champ lisse. Et c'est un morphisme de dimension de fibre qui implique que M1 sont les fibres de Springer, les fibres de Hitchin sont localement d'intersection complète. Localement d'intersection complète. De ce qui fait qu'il ne peut pas avoir des composantes irréductibles de dimension strictement plus petite que sa dimension. Donc ça veut dire que ça implique que MA règle MA moins MA règle n'est pas une composante irréductible, ne contient pas une composante irréductible. De MA. Et donc, ça implique que MA règle est dense. Pour terminer l'exposé d'aujourd'hui, je vais revenir sur le problème de comptage de points abordé lors du premier exposé et en donner un peu plus de précision. En particulier, donc, je vais donner une forme géométrique au procédé
ce qu'on appelle la préstabilisation de la formule des traces. En fait, qui peut être assez relativement technique dans le cadre de la formule des traces, mais ici, qui peut être, je pense, être considérablement éclairci avec l'usage de la formule de produit. Donc, on a maintenant K est un corps fini. On va faire le comptage de points. De points sur une fibre de Hitchin et sa préstabilisation. Donc on va se restreindre au cas où A est un point dans l'ouvert anisotrope. Donc Pi0 de P1 est fini par définition et M de A est un champ de Lyman fort propre. Alors on a donc ceci va être une somme de gamma dans l'algèbre de Lie à coefficient dans le corps de fonction rationnelle de la courbe x à conjugaison près, tel que qui, gamma soit dans A. Donc ceci est une somme sur les classes, dans la classe de conjugaison stable rationnelle. La classe de conjugaison stable est simplement toute la fibre au-dessus d'un polynôme caractéristique donné. Et les classes de conjugaison sont incluses dans les classes de conjugaison stable. Et une fois qu'on aura ici l'intégrale de G de A sur G gamma de F de une intégrale orbitale de 1 qui devient une fonction caractéristique du fibéon droite L de AJ moins 1 gamma dg. Donc c'est une formule qui vient plus ou moins directement dans le comptage de la fibre de Hitchin. Alors il y a plusieurs raisons de ne pas être content avec cette formule. D'une part parce qu'on somme sur l'ensemble de classes de conjugaison rationnelle stable. Et cet ensemble galoisien qui est très gros, donc c'est un ensemble infini. Évidemment, il y a qu'un nombre fini de termes qui donnent lieu à des termes non nuls. Mais a priori, il y a un nombre infini de classes de conjugaison rationnelle qui sont stablement conjuguées. Et on aimerait transformer par ces formules en une transformée en une somme finie sur
d'intégrale sur les classes sur la classe de conjugaison stable adélique, qui est plus adapté du point de vue analytique, parce que ça se décompose comme un produit. Et ce procédé de passer à une somme infinie sur les classes de conjugaison, dans le cas de conjugaison stable rationnelle, en une somme finie d'intégrale sur les classes de conjugaison stable adélique, et ce qu'on appelle traditionnellement la préstabilisation. Donc, je vais donner une formulation plus précise maintenant. Alors, pour cela, évidemment, on va utiliser on a le morphisme de MA qui s'envoie vers le champ MA divisé par P de A. Et qui, lui, s'exprime comme un produit. Donc je prends les... qui, lui, s'exprime comme une forme de produit sur le XI, I de 1 à S, de MA, XI, divisé par P1, XI. Voilà. Et on voit utiliser la formule de produit ici. D'abord, on remarque bien par cette formule que la masse de ce groupoïde sera donc un produit de I à 1 à S, donc XI sont les X1, XS. Cet ensemble, c'est le complément du lieu régulier semi-simple. Donc A étalon O de C, régulier semi-simple. Donc la masse de ce groupoïde quotient global est égale au produit des masses des groupoïdes quotients locaux. Donc on a ceci. De sorte que où ça c'est égal en chaque terme, c'est une intégrale orbitale stable. On peut le prendre comme définition. Donc CSO de A de 1n de G OXI. Qui par définition, c'est la somme, maintenant c'est une somme finie, des gamma dans G de Fx, I, conjugaison, tel que chi de gamma égale à 1, et de l'intégrale orbitale de gamma de cette fonction. Quand au lieu de prendre une intégrale orbitale, on fait la somme d'intégrales orbitales sur toute la classe de conjugaison locaux, classe de conjugaison locale, dans une classe stable donnée, sur l'intégrale orbitale stable. Donc ceci ce terme est l'intégrale de G de Fx sur G de gamma x, cette fonction 1L, arc G moins 1, gamma dg sur dgx, avec normalisation ici, des mesures de arc telles que le volume de G de OX
égale à 1. Et ici, vous voyez bien que la fibre générique de J gamma, c'est la même chose que J1 de Fx. Et donc, on peut normaliser la mesure de R sur le centralisateur en décidant que le volume de J1 de OX égale à 1. Donc, une fois on a mis en place des choix corrects de mesure de R, cette formule est essentiellement tautologique. Oui. Donc, le comptage du point, du quotient MA sur PA est très agréable et local, dans le sens qu'il est un produit de termes locaux, et chaque terme local est une intégrale stable comme on désire. Donc l'intégrale sur la classe de conjugaison stable locale. Mais la difficulté maintenant, c'est comme là, cette flèche qui n'est pas surjective. À cause du problème de cohomologie galoisienne, comme on a déjà mentionné. Donc pour chaque point M bar, pour chaque K point dans ce MA, mode PA avec donc K, on a une classe cohomologique de M, parce qu'au-dessus de M, on a un PA torseur. Au-dessus de K, donc la classe, l'isomorphisme de ce torseur définit une classe dans H1 de K dans P de A. Et comme PA, ici c'est sur un corps fini, la cohomologie galoisienne des groupes connexes sont triviales, et triviales par le théorème de Lang, et c'est la même chose que pi0, c'est relié au groupe de composants connexes, et on sait que c'est les co-invariants par Frobenius. Sigma, c'est toujours le Frobenius de ce pi0 de P1. Et donc, on a cette classe, c'est l'obstruction à l'existence d'un point dans la fibre au-dessus de M bar. Maintenant que cette obstruction vient de l'obstruction locale, comme ça se forme un produit, donc on a des points locaux, donc M bar correspond à des points de M XI bar dans les MA XI sur P1 XI. Et donc, ça, on a aussi des classes locales MXI de M XI bar dans le H1 de K de PA XI. Et on a des morphismes comme suit, et l'invariant global est simplement la somme des invariants locaux. Voilà. Et maintenant, au lieu de... on a une formule, mais qui se porte seulement sur le sous-ensemble de MA sur PA sur K, ayant la classe cohomologique nulle. Donc la préstabilisation consiste à faire une... consiste à opérer la transformation de Fourier sur le groupe fini pi0 de P1 sigma.
Donc on aura donc MA, on aura la formule suivante. MA de K et d'abord la partie connexe qui ne cause pas de problème cohomologique. Donc P0A, donc c'est la composante note de P de A, le nombre de points dans K, et puis multiplié par la somme sur tous les caractères kappa de Pi0 de PA, sigma vers C étoile. Et donc, ensuite, le reste, sur K, on a des invariants locales. Donc, on aura un produit de I de 1 à S de l'intégrale orbitale kappa de A, de la fonction A, N de G au X. Où cette kappa intégrale, c'est bien une somme sur les gamma dans G de f xi, sur les classes de conjugaison, dans la classe tab définie par l'équation qui gamma est égal à A. Et donc ici on a une intégrale orbitale comme là-bas, donc G gamma de f xi mod G gamma de f xi de cette fonction test sur le point H-G-1 gamma dg sur dg gamma avec le même choix de mesure de R comme pour l'intégrale stable. Mais ici, la différence avec l'intégrale stable, c'est qu'on met un signe qui est l'invariant de gamma contre kappa. Oui. Un invariant, un gamma dans la classe stable, alors on a une gamma dans la classe stable, invariant de gamma et dans H1 de fx J de A. Et qui est la même chose que le H1 de sigma dans PAXI. Et voilà. Donc, on a ici obtenu une formule. Cette somme, c'est la préstabilisation. Donc, les conjectures comme l'inf fondamentale et le transfert consistent ensuite à transformer ces termes, ces kappa intégrales orbitales, en des intégrales orbitales stables pour un groupe plus petit, qu'on appelle le groupe endoscopique. On revient là-dessus dans l'exposé suivant. Pour finir, je vais tout juste dire qu'en fait, que cette formule a une interprétation cohomologique, une interprétation géométrique. Très agréable. On voit que le nombre de points de MA de K est la même chose que la trace de Frobenius. Donc ça, c'est le Frobenius. Agissant sur la cohomologie étale de MA. Donc, QN. Donc ici, il n'y a pas de problème pour définir la cohomologie, puisque MA est un champ de Deligne Mumford. Et on sait que MA, PA, agit sur MA. Et donc, on a l'axiome de PA agit sur la cohomologie. Donc, P1 agit sur la cohomologie de MA.
à travers son groupe de composants connexes Pi0 de P1 et on fait Pi0 PA sigma sur ce quotient. De sorte qu'on a une décomposition de H0, H de M1 en Qn comme une somme sur les kappa de Pi0 de Pa sur Qn des parties isotypiques de cohomologie de Qn où le groupe Pi0 de Pa agit à travers le caractère kappa. Et il y a une petite différence avec les sigma. Si on oublie le sigma, on voit bien une correspondance. En gros, on a une masse. La masse d'un groupoïde s'écrit comme une somme sur le caractère d'un groupe fini et des intervalles stables. Et ici, on peut remplacer, on peut l'abstraire, c'est ce nombre comme des groupes cohomologiques. C'est le cohomologie éteint de M1. Et ce groupe de cohomologie éteint se décompose en une somme directe en des composants isotypiques par rapport à ce groupe. Et ceci, les termes ici s'obtiennent en prenant la trace du Frobenius. Les termes, dans ces décompositions, on retrouve les termes ici. Voilà, donc il faut ce qui est vraiment remarquable et sur lequel on va revenir ensuite dans les exposés suivants, est que cette décomposition n'est pas ponctuelle, n'est pas point par point. Mais lorsque A se varie en famille, on a toutes ces décompositions, toutes les parties MA, le kappa isotypique, va se mettre aussi en une famille. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour avoir un contrôle sur ces parties isotypiques de la cohomologie des fibres de Hitchin. On exploite vraiment de façon significative le fait que les parties isotypiques se mettent bien en famille. Ce qui vient en fait que le groupe de composants connexes Pi0 de Pa eux-mêmes se mettent bien en famille.